Depuis la nuit des temps, les habitants de Nouvelle-Calédonie tissent un lien profondément mystique avec leur environnement. Dans la tradition mélanésienne, l'âme des disparus se réincarne dans les choses de la nature. Le vent, les arbres, les poissons, les oiseaux. Délimité par une spectaculaire barrière de corail, le lagon de Nouvelle-Calédonie est le plus grand et sans doute le plus beau de la planète. Véritable mer intérieure, le lagon offre une infinie variété de paysages et d'écosystèmes. Bancs de sable, îlots, estuaires, mangroves. Autour de la Grande Terre et des îles Loyauté, l'océan Pacifique réserve d'incroyables surprises, sur des rivages en grande partie inhabités. Du nord au sud et d'est en ouest, nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont fait du lagon leur quotidien et leur plus belle raison de vivre. Installé en Nouvelle-Calédonie depuis plus de 40 ans, Jean Broudissou s'est lancé dans 1000 aventures liées à l'exceptionnel patrimoine naturel de l'archipel. Dans les somptueux décors de point gamme, Jean a réalisé ses rêves d'enfant. Avec son âme de militante, Georgette Nonquet revendique un mode de vie au plus près de la tradition mélanésienne. Dans son repère de la côte oubliée, Georgette nous fera découvrir son savoir ancestral des plantes médicinales du bord de mer. Mariage unique du vert et du bleu, Lifou est l'île natale de Lino Igésier, garde nature de la première réserve coutumière de l'île. Redoutable chasseur sous-marin en temps normal, Lino plonge désormais sans fusil pour faire découvrir aux visiteurs le fabuleux récif de Ngoni. Notre voyage commence à Nouméa, au sud-ouest de la Grande Terre, la maîtresse île de l'archipel calédonien. Seule véritable ville du pays, l'ancien port de France a des allures de Riviera du Pacifique. Nouméa, la prospère, attire toujours plus de monde. Les Européens surtout y cultivent un mode de vie à l'australienne. Ah, attention, c'est ma planche. C'est le 8 mars aux Antipodes. On est efficace. Marine Duprat et ses copines de l'association El Kite fêtent la journée de la femme à leur manière. On part sur le phare Amédée, là en direction du phare Amédée, on a pour 30 minutes de navigation. Arrivé là-bas, eh bien, on va pouvoir griller le matériel et profiter de la journée. Il faut savoir que non seulement il y a des conditions de vent exceptionnelles là-bas, mais des fonds marins fabuleux. Donc l'idée c'est de passer une journée tout ensemble, de s'amuser et puis de profiter du lagon et de la chance que nous avons d'être ici. Posé à la sortie du lagon, l'îlot Amédée fait le plein le week-end, d'autant qu'à lui seul le phare vaut la visite. Construit à Paris sous Napoléon III, démonté puis remonté pièce par pièce, le phare en acier balise l'entrée du port de Nouméa. Alors il y a 247 marches pour monter en haut du phare Amédée. C'est moins que la Tour Eiffel, mais c'est quand même sportif. Let's go les filles! Waouh! À 56 mètres de haut, le point de vue vaut le coup d'œil. Au loin, les passes de Boulari et tout autour de l'îlot, un plan d'eau à faire pâlir d'envie tous les kitesurfers de la planète. C'est vrai que c'est notre terrain de jeu ici. Vous voyez le lagon tout autour du phare, là, c'est exceptionnel, mais des spots comme ça, il y en a beaucoup en Nouvelle-Calédonie. Il se trouve que celui-là, il est relativement près de Nouméa, là où pour la plupart de nous habitons. Il y a un régime de vent qui est très profitable à la Nouvelle-Calédonie. Donc je crois que les statistiques, c'est presque 70% de journées ventées dans l'année. On en profite un maximum. On a une chance incroyable d'être ici, on le sait. Et jouer de notre support de glisse dans des lagons aussi beaux que celui-ci, survoler l'eau, c'est plus un plaisir, c'est bon.
incroyable. Alors, briefing sécurité, s'il arrive quoi que ce soit à l'une d'entre vous, le binôme est là pour prévenir. Donc il y a un Zodiac balai qu'il faut informer, mais vous ne quittez pas des yeux votre binôme, d'accord? Ce jour-là, au phare Amédée, les filles de l'association El Kite se préparent à une grande première. Un raid d'un seul tenant pour rentrer vers Nouméa. Il n'y a pas de difficulté majeure, hormis effectivement la houle qui est importante cet après-midi. On a du vent, on a de la houle. On a 18 km de navigation à faire. L'essentiel pour nous, ça va être que ça se déroule le mieux possible, sachant qu'on a des filles dans l'association qui ont un niveau moyen intermédiaire. Et donc on a créé des binômes afin que tout se déroule pour le mieux et qu'on n'ait pas de filles qui restent à la traîne. Bon, bah à tout à l'heure. C'est vrai que la Nouvelle-Calédonie, ça a toujours été un paradis de la glisse. On a dans un premier temps connu la planche à voile. Ça a permis aussi de faire connaître la Nouvelle-Calédonie dans tous les sports de glisse, parce que tous les sports de glisse sont représentés ici. C'est-à-dire vous passez du stand-up paddle au surf, au kitesurf, à la planche à voile. C'est incroyable les possibilités qu'on a ici aujourd'hui. Plus ludique et surtout plus accessible que la planche à voile, le kitesurf attire chaque jour plus d'adeptes. En 6 mois à peine d'existence, l'association El Kite a réuni près de 80 pratiquantes. Le lagon calédonien n'a pas fini de voir danser les ailes des filles de Nouméa. Notre voyage se poursuit par la côte ouest, vers un autre amoureux du lagon. Direction Point Gamme, à l'extrême nord de la Grande Terre, à près de 500 km de Nouméa. Dans la presqu'île de Poum, la chaîne de montagnes qui traverse la Calédonie meurt doucement dans des collines de terre rouge, riches en minerais de toutes sortes. La Grande Terre offre ici son dernier paysage. C'est le bout du monde d'un bout du monde. Un dédale d'îlots, de chenaux et de mangroves, le formidable terrain de jeu de Jean Broudissou. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que la Calédonie est aussi grande. Ils arrivent, ils viennent visiter une petite île d'outre-mer, ils arrivent en Calédonie, ils font des heures et des heures de route. Il faut bien se rendre compte que quand on part du sud, on vient dans le nord, c'est 7 ou 8 heures de voiture, c'est très long. Jean Broudissou a débarqué en Nouvelle-Calédonie alors qu'il avait 20 ans à peine, au tout début des années 70. Après 68, mouvement 68 art, un petit peu, tout ça, on avait envie de vivre sous les tropiques. Ça représentait vraiment pour quelqu'un de Limousin comme moi, tout ça, c'était la liberté. La Nouvelle-Calédonie, c'est la nature, très peu d'habitants au kilomètre carré, t'es partout, tu vis dans la nature. Et puis ce lagon qui est fabuleux, quoi. Et c'est ce qui a fait que j'ai passé ma vie en Calédonie. J'ai pas pensé une seule minute à repartir. Après des années de bourlingue, Jean a posé ses valises à Point Gamme, sur la dernière rive du lagon, accessible par la piste. Infatigable entrepreneur, Jean s'est lancé dans 1000 projets, pourvu qu'il soit un peu fou et connecté à Mère Nature. En 2010, en pariant sur la teneur en sel de l'eau du lagon, Jean a fait de la Vasière de Caux le seul marais salon de l'archipel.
Les marais salants, à une époque, il y en avait pas mal en Nouvelle-Calédonie parce que le sel était un produit de conservation avant qu'il y ait l'électricité. Et puis le jour où l'électricité est arrivée, tous les marais salants ont fermé leurs portes. Et maintenant, donc, on fait du sel, nous, pour la cuisine, pour la bouche, du sel de bouche. L'eau arrive du Pacifique Sud, l'océan le plus pur de la planète. Elle traverse la grande barrière de corail qui fait le tour de la Nouvelle-Calédonie. Après, elle traverse le lagon calédonien qui fait 40 km à l'endroit où on est. Hein, et elle passe dans la mangrove, avec toute l'argile qu'il peut y avoir à l'intérieur, tous ces micro-organismes qui sont là. Et là, on la retient prisonnière. Et puis après, quand on arrive à avoir un bon taux de teneur en sel, on fait le principe du marais salant qu'on a, il faut quand même le reconnaître, qu'on a copié sur Guérande. Accompagné d'Hervé, un guide de pêche passionné, Jean s'offre une virée dans un lieu qui a fait basculer l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, le chenal de Beaudepasse. J'en tiens un ou quoi? Ah non, c'est merde. Il y a une touche là quand même. Là voilà, donc on a le chenal de Beaudepasse juste devant nous. L'île verte, l'île de Baaba, l'île des chevaux sauvages. Et l'île rouge dans le fond, là, qui se détache très bien, là qu'on voit bien dans le haut soleil, c'est l'île de Yangéban. Situé à l'entrée ouest de Beaudepasse, Yangéban entre dans l'histoire sous Napoléon III. L'intérêt stratégique du chenal n'a pas échappé aux autorités françaises. Il offre un précieux raccourci pour allier les deux côtes de la Grande Terre. Mais en 1850, une mission hydrographique tourne mal. 12 marins finissent au menu des guerriers anthropophages de l'île Rouge. En guise de représailles, Yangéban est mise à feu et à sang, et 3 ans après les faits, en 1853, le massacre des marins français sert de prétexte à l'empereur pour étendre son emprise coloniale. Donc Napoléon III, quand il a appris qu'il avait eu des gens de la marine nationale qui s'étaient fait massacrer sur l'île, qu'il y avait eu tout ce sang qui avait coulé là, sur l'île, donc il a dit bon allez, on part et on prend possession de la Nouvelle-Calédonie. Parce que la Nouvelle-Calédonie était la dernière grande terre sur la planète qui avait pas, où il n'y avait personne qui avait vraiment planté son drapeau, quoi. Donc là, il a dit, allez hop, on y va et on prend possession de l'île. Et c'est comme ça que la Nouvelle-Calédonie est devenue française. Avec Soler, là, on n'attrape que des poissons nationalistes. Et le 14 juillet particulièrement. Allez, c'est parti. Méconnu des Calédoniens, l'histoire de Yangéban a piqué la curiosité de Jean Brodissou. Mis en fuite par les marins français, les guerriers de l'île Rouge ont longtemps laissé l'île inhabitée. Mais son intérêt stratégique a attisé les convoitises. Pour contrôler Beaudepasse, une tribu du Nord, les puissants Baou, ont déplacé les habitants d'une île voisine pour en faire les gardiens de Yangéban. Passionné d'histoire locale, Jean a rendez-vous ce jour-là avec André Polo, le doyen de l'île Rouge. André, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Yangéban? Ça va bien? Oui. Mais voilà, l'historique, c'est nous les gens d'ici. On n'est pas des gens d'ici, on est des Néba. Mais ici, c'était au Baou. Et il nous a amenés, demandé de venir pour faire gardien de la passe de cette passage-là. Regardez tout le passage de... Il ne faut pas que les gens y traversent. Pour pas que les gens qui sont sur la Grande Terre Ils traversent. viennent ici, ouais, pour garder, pour Il empêcher. faut éviter que tous les guerriers ils traversent. Et c'est pour ça qu'on a habité ici à Yangéban, jusqu'à aujourd'hui. Voilà la vraie historique de Yangéban. Emporté par le tourbillon de l'histoire coloniale, André est donc le descendant des sentinelles de Beaudepasse. Mais impossible de savoir précisément quand les Mélanésiens ont repris possession de l'île Rouge. Toi, tu en parles, tu connais beaucoup de choses parce que tu es le plus vieux de l'île, tout ça. Bon, moi, j'en ai appris un tout petit peu en lisant des textes, mais il y en a un, c'est sûr, qui connaît bien l'histoire de Yangéban parce qu'il l'a vécu. C'est celui sur lequel tu es assis. C'est ce tamanou, là, cet énorme tamanou, là, tout ça qui, lui, c'est sûr qu'il était là il y a des siècles certainement qu'il est là. Et lui, il connaît bien, mais
Bon, C'est je malheureux, parle tu beaucoup parles beaucoup de langues, mais j'arrive pas à parler le tamanou encore. À l'abri des soubresauts de l'histoire, mais pas de l'appétit des pêcheurs, la grande mangrove de Béaba jouxte le chenal de Beaudepasse et offre un superbe garde-manger aux pêcheurs de Yengueban. Jean et Hervé s'enfoncent dans les chenaux à la recherche du poisson roi des tables calédoniennes, le picot. On le trouve un peu dans des endroits comme ça, là, dans des chenaux, voilà, dans les chenals comme ça, parce que c'est envahi des mangroves sur le côté. Donc c'est là où le picot, elle rentre pour aller chercher un peu de la bouffe, surtout dans les palétuviers. Ben là, comme en ce moment c'est marée haute, donc ils sont dedans là. Et une fois quand la marée va descendre, donc ils vont sortir un peu pour rester juste à la rentrée du chenal. Alors le picot, on l'appelle aussi le poulet de la mer ici. Ben, c'est un blanc, de la chair blanche, comme ça c'est des poissons relativement plats. Une chair blanche très goûteuse, pas d'arête, rien, c'est vraiment super bon. Bon produit, c'est le picot. C'est le filet qu'on va flotter là. Sur la route du picot, les pêcheurs croisent un autre habitant de la mangrove, réputé lui aussi pour son goût. Ah ben tiens, il y a un crabe ici là. En plus c'est un gros. Là, il a passé le flotteur. Vous entendez comment ça a craqué là? Et là, il faut faire toujours attention. Crabe de palétuvier. Et voilà. Comme pour le crabe, la pêche au picot demande quelques précautions. Les piquants dessus là, tu vois, au niveau du dorsal, là, c'est que ça pique vraiment. Là, si vous ramassez un piqueur de picot, comme il y a le venin dedans, donc ça fait mal. Ah, là, ça regarde. Tu vois? La peau du picot, quand tu fais dorer ton picot, tu le fais dorer là, avec un petit peu d'huile, un petit peu de beurre, là, tout ça, tout doucement. Et la peau du picot, tu la manges, elle te fait rêver. La nuit, tu fais de super beaux rêves. En Nouvelle-Calédonie, Neptune a fait l'artiste avec une époustouflante fantaisie. Patiemment construite par le corail pendant des millions d'années, la Grande Barrière constitue un exceptionnel barrage contre les assauts du Pacifique. Le lagon calédonien déroule 1600 km de barrière récifale, un écosystème corallien complexe et extrêmement varié, le plus grand de la planète après la Grande Barrière d'Australie. Le lagon abrite une myriade d'îlots et de récifs immergés qui constituent chacun une fragile oasis de vie sous-marine. Sillonner le lagon, c'est le quotidien de Sandrine Job. Biologiste, spécialiste des écosystèmes récifaux, Sandrine anime l'association Paladalic, la mer te parle en langue mélanésienne. Et tu remontes la passe vers l'extérieur. Il y a un tout petit pied de palétuvier. Parce que la station de tuvier, elle est sous le pied de palétuvier. Donc c'est facile comme repère. Plongeurs amateurs, les volontaires de Paladalic surveillent une soixantaine de récifs témoins Tu peux t'approcher un tout petit peu. disséminés dans l'immense lagon calédonien et les îles Loyauté. Démarrage de la station. Nickel. Tu peux te mouiller où tu veux, Pierre, par là, là.
Donc là, on est à l'îlot Signal. Donc c'est un îlot qui est situé à une dizaine de kilomètres de Nouméa. Donc ici, nous avons une station de suivi. Donc c'est une station qui a été installée en 1997 par la province Sud. Donc c'est une des toutes premières stations de suivi du réseau d'observation des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie. Donc tous les ans, nous revenons à cet endroit précis pour suivre l'état de santé des récifs. Un chef-d'œuvre sous-marin, foisonnant de vie et d'une extrême fragilité. Le lagon calédonien offre une biodiversité marine parmi les plus riches de la planète. 400 espèces de coraux, 2000 espèces de poissons répertoriées et beaucoup d'autres encore à découvrir. Boussole, décamètre et carnet d'observation en main, les plongeurs de Paladalic répertorient la vie du récif sur un linéaire de 100 mètres, tenu en laisse par les rigueurs de l'observation scientifique. Il y a des dizaines de milliers d'espèces au niveau du récif, mais nous n'allons regarder que ce que nous considérons comme des espèces cibles, c'est-à-dire qu'il y a des espèces qui vont donner un signal au niveau du récif, soit sur sa vitalité, soit sur sa dégradation. Après une bonne heure de plongée, Sandrine et ses acolytes ont bouclé leurs observations et le bilan est plutôt rassurant. 17 ans après les premières plongées scientifiques, le récif de l'îlot Signal n'a pas bougé. Alors le lagon de Nouvelle-Calédonie est particulièrement en bon état de santé. Certes, il y a des dégradations qui sont localisées, mais très rapidement, en fait, elles sont dispersées, je dirais, dans l'immensité de ce lagon par le jeu des passes et des forts courants qu'il y a. L'avantage de la Nouvelle-Calédonie, c'est surtout qu'il y a très peu de monde, donc une faible pression humaine. Il faut savoir qu'il y a 250 000 habitants en Nouvelle-Calédonie, selon les derniers recensements, dont les 3/4 de la population habitent sur Nouméa. Donc quitter le Grand Nouméa, il n'y a pratiquement plus personne qui exerce une pression sur le lagon. En 2008, les 2/3 du lagon de Nouvelle-Calédonie ont été classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. L'agence de l'ONU a reconnu l'exceptionnelle richesse des eaux de l'archipel. Le précieux label est venu compléter la création d'un code de l'environnement local et une liste de sites strictement protégés. Avoir le label UNESCO ne se fait pas sans rien, puisque il faut tous les 6 ans montrer en fait que le bien, donc en l'occurrence le récif et les lagons de Nouvelle-Calédonie, est resté dans le même état de conservation que 6 ans avant. Nous, habitants de Nouvelle-Calédonie, ce qui va nous intéresser dans ce label, c'est qu'on a un gage de maintien de l'état de santé des récifs. Puisque pour continuer à être labellisé UNESCO, il faut maintenir dans le même état de santé. Donc même si politiquement, ça a peut-être d'autres intérêts, mais en tout cas, en tant qu'habitant de la Nouvelle-Calédonie, en tant qu'amoureux du lagon et en tant que plongeur, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un gage de sécurité de retrouver ce récif-là encore dans le même état pour les décennies à venir.